Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 21 novembre 2025 et notre ami l'ambassadeur Chas Freeman est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Merci, ravi d'être avec toi, Nima. Je n'imagine pas de quoi tu veux parler aujourd'hui. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Monsieur l'ambassadeur, commençons par le plan en 28 points de Donald Trump concernant la guerre en Ukraine. Juste après cela, nous ne savons toujours pas qui a réellement publié le plan, mais nous avons bien les 28 points. Il semble que les Ukrainiens soient à l'origine de sa publication. En ce qui concerne le plan lui-même, qu'en avez-vous pensé? Pensez-vous qu'il puisse servir de terrain d'entente ou d'une sorte de base pour une résolution ou un règlement en Ukraine? Permettez-moi d'en parler en détail, et excusez-moi si je m'attarde un peu. Tout d'abord, le document lui-même a probablement été divulgué par Kirill Dmitriev, un ami de Vladimir Poutine qui a rencontré le proche de Donald Trump, Steve Witkoff, à Miami, et aurait apparemment concocté ce document. Il n'est pas clair qu'il ait eu la moindre autorité du Kremlin pour engager qui que ce soit à quoi que ce soit, ni même que le Kremlin ait pleinement eu connaissance du contenu du document. C'est un travail très amateur. Cela ressemble davantage à un communiqué de presse ou à une déclaration de relations publiques qu'à un projet de traité. Et il est truffé de contradictions. Comme souvent, et comme dans tous les soi-disant plans de paix que M. Trump a mis en avant, on retrouve le même schéma. Des déclarations très vagues, avec toutes les questions vraiment difficiles renvoyées à des discussions ultérieures. Vous avez donc essentiellement la proclamation d'une paix fictive. Je veux dire, ça a été le cas avec l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, le Cambodge, le Rwanda, le Congo, et ainsi de suite. C'est aussi très similaire à ce qu'on appelle le plan de paix de Gaza. Pourquoi? Parce que les personnes concernées par le plan n'ont pas été consultées. Vous savez, les Européens disent « Comment pouvez-vous faire cela dans le dos des Ukrainiens et de nous ?» Mais c'est exactement ainsi que les Palestiniens ont été traités par M. Trump et M. Witkoff. Et je ne me souviens pas qu'un Européen ait soulevé des objections à ce sujet dans ce contexte. Deuxièmement, bien sûr, dans ce cas, la plupart des gens considèrent l'Ukraine comme la victime de l'agression russe. Que cette agression soit justifiée ou non est une autre question, mais les Ukrainiens ont terriblement souffert dans cette guerre. Et pourtant, ils doivent être désarmés en partie. En réalité, pas entièrement. Et cela aussi fait écho à l'accord sur la Palestine. Pas un accord, car il n'y a jamais eu d'accord, le soi-disant plan de paix pour la Palestine. Il y a eu des accusations selon lesquelles on demanderait à l'Ukraine d'abandonner toutes sortes de choses, tandis que la Russie n'aurait rien à céder. Je ne pense pas que ce soit vrai. Tout d'abord, ce que l'on demande à l'Ukraine d'abandonner sur le plan territorial, c'est les 13 ou 14% de Donetsk que les Russes n'ont pas encore pris. Mais je pense que la plupart des experts militaires estiment que l'avancée russe s'accélère, que l'armée ukrainienne s'effondre, et qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que la Russie ne prenne complètement ce territoire, c'est-à-dire Donetsk. Ainsi, cette partie de la région de Donetsk, selon ce plan, serait démilitarisée, et il y aurait une supervision internationale pour s'assurer que les Russes n'y placent pas d'armes. L'affirmation selon laquelle l'Ukraine perdrait quelque chose en acceptant de ne pas rejoindre l'OTAN et de rétablir sa neutralité est également problématique pour deux raisons. Premièrement, la Russie a reconnu l'indépendance de l'Ukraine sur la base du fait que la constitution ukrainienne stipulait que l'Ukraine serait indépendante et neutre. Revenir à cette condition n'a donc rien de nouveau. C'est une restauration du statu quo ante. Deuxièmement,
Les limitations imposées aux forces armées ukrainiennes et aux forces étrangères présentes en Ukraine ne sont pas non plus une surprise. La Russie a toujours affirmé, dès le tout début, qu'elle ne pouvait pas tolérer la présence de forces étrangères armées pointant leurs armes sur elle depuis son voisin ukrainien. Cela non plus n'a donc rien de nouveau. Et enfin, je suppose qu'en ce qui concerne la question de ne pas rejoindre l'OTAN et d'adopter à nouveau la neutralité, vous savez, l'Europe et les États-Unis ont montré que nous n'étions pas disposés à nous battre pour l'Ukraine. Nous sommes prêts à armer les Ukrainiens pour qu'ils combattent les Russes afin d'affaiblir et d'isoler la Russie, ce qui n'a pas réussi. Mais nous ne sommes pas prêts à appliquer les garanties de l'article 5 à l'Ukraine. Il est donc clair depuis longtemps que l'Ukraine n'allait pas entrer dans l'OTAN. L'Ukraine en tire néanmoins certains avantages, en plus de la démilitarisation de la partie restante du Donetsk que les Russes n'ont pas prise. Elle obtient la reconnaissance de sa souveraineté, ainsi qu'une reconnaissance officielle par la Russie de son éligibilité à rejoindre l'Union européenne. Eh bien, que cela soit possible ou non, relève de l'Union européenne et de l'Ukraine. L'idée selon laquelle les principales objections européennes à ce sujet seraient, vous savez, nous récompensons l'agression, et ainsi de suite. Mais en réalité, les Européens n'ont ni l'argent, ni la volonté de faire quoi que ce soit pour sauver l'Ukraine des avancées russes en cours. Ils n'enverront pas leurs troupes là-bas. Même les Britanniques, qui ont proposé une sorte de force de stabilisation, ont clairement indiqué qu'ils n'enverraient pas de troupes en Ukraine sans le soutien des États-Unis, et il n'y aura pas de soutien américain pour cela. C'est clair depuis un bon moment. Ils n'ont tout simplement pas les moyens financiers. Il y a une proposition de fonds du Lion visant à émettre des obligations garanties par les avoirs russes qu'ils ont saisis, les réserves d'or et de dollars qu'ils ont prises. Mais ils ne parviennent pas à se mettre d'accord là-dessus, pour de très bonnes raisons, car s'ils le faisaient réellement, cela pourrait faire s'effondrer l'ensemble du système financier mondial. Si vous êtes une banque, vous ne pouvez pas simplement confisquer l'argent de vos clients. Vous devez respecter leurs droits de propriété. C'est pourquoi les Belges et d'autres s'y sont opposés, et cela n'avance pas. Enfin, même là où les Européens accélèrent leur réarmement, par exemple les Allemands qui augmentent leurs dépenses de défense, ils le font par le biais de l'émission de dette. Ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas l'argent, et aucun d'entre eux n'est disposé à augmenter les impôts pour financer les dépenses en Ukraine. Il est donc très étrange que dans ce contexte, ils pensent pouvoir exiger que la Russie capitule, qu'elle se rende, qu'elle revienne à la situation d'avant la guerre, sauf pour leur volonté de voir la Russie punie. L'une des dispositions du projet de communiqué de presse, si l'on peut dire, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un traité, prévoit que la responsabilité pénale pour les violations des droits de l'homme serait annulée. Cela s'applique vraisemblablement surtout aux accusations portées contre les Russes, bien que je remarque que les Ukrainiens n'ont pas non plus un bon bilan en matière de droits de l'homme. Donc en d'autres termes, si l'on regarde les détails, il y a beaucoup de problèmes dans tout cela. Et en particulier, nous ne savons pas si cela a un statut quelconque. M. Dmitriev et M. Witkoff avaient-ils réellement le soutien à la fois de Vladimir Poutine et de Donald Trump? Il ne semble pas. Mais cela dit, il est vrai, comme Vladimir Poutine l'aurait déclaré aujourd'hui, que cela constitue une base de discussion. Pourquoi? Parce que dans une certaine mesure, cela aborde effectivement les causes russes de la guerre, les causes profondes. Poutine a toujours affirmé qu'il était prêt à négocier si l'autre camp, c'est-à-dire les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine, prenaient en compte les causes profondes du conflit.
Et bien sûr, il a montré qu'il était disposé à le faire lors des négociations d'Istanbul en mars et avril 2022, juste après que l'invasion du Donbass et l'attaque contre Kiev ont été lancées par les forces armées russes. Cela pourrait donc en fait constituer la base de quelque chose, une médiation peut-être. Quelqu'un comme les Chinois ou l'ONU pourrait intervenir, ou peut-être à nouveau le Brésil avec la Turquie, pour venir et servir de médiateur entre les parties. Ce n'est pas le résultat d'une médiation, c'est simplement une imposition unilatérale de conditions que M. Trump a décrétées. Et cela ne fonctionnera pas pour cette raison. Il faut obtenir l'adhésion de ceux directement concernés. D'abord l'Ukraine et la Russie, mais ensuite, en fin de compte, l'Europe, la Russie et les États-Unis. C'est donc en un sens un progrès, mais un progrès très incomplet. Et dans ce contexte, et je conclurai là-dessus, le fait que M. Trump exige que Volodymyr Zelensky adhère à ce plan avant Thanksgiving, qui tombe jeudi prochain, est ridicule. C'est une attitude très autoritaire, et Saturday Reyes pour obtenir cette signature. Wow! La réaction de Zelensky était vraiment frappante, monsieur l'ambassadeur. Il a dit, nous avons un choix difficile, soit perdre notre dignité, soit risquer de perdre notre principal soutien, qui est les États-Unis. Pensez-vous que s'ils parviennent à un accord, à une sorte de règlement, cela signifierait perdre leur dignité? Quoi d'autre? Parce que l'Ukraine est en train d'être détruite par cette guerre. Eh bien, c'est exact. Mais bien sûr, la fierté ukrainienne et le soutien rhétorique de l'Occident, en particulier des Britanniques mais aussi d'autres, a conduit l'Ukraine à s'en tenir à une position totalement irréaliste. Elle est en train d'être détruite, comme vous l'avez dit. Son armée s'effondre. Elle ne tient pas face aux Russes. Ses chances de reprendre les territoires qu'elle a perdus sont très faibles. Dans le cadre de cette proposition, elle récupérerait bien sûr les parties de l'Ukraine situées en dehors du Donbass que les Russes ont prises. Mais non, je dirais que la réaction de M. Zelensky est compréhensible. On l'a menée en bateau. L'Ukraine a été exploitée, elle a été maltraitée. Il s'est présenté sur une plateforme pour la paix. Il a renversé cette position sous la pression de l'Occident et des ultranationalistes. Il s'est retrouvé dans une situation très précaire. Et maintenant, la branche sur laquelle il est assis est en train d'être sciée. Et il va tomber. Et il y a un problème ici, car tout cela se déroule en plein milieu d'une crise de corruption qui touche personnellement Zelensky. La cause immédiate vient de certains de ses proches conseillers qui ont volé environ 100 millions de dollars et se sont tous enfuis en Israël apparemment. Et vous savez, il y a une vraie question sur la durée pendant laquelle il pourra rester au pouvoir. En fait, une des raisons pour lesquelles ce cadre pourrait devenir la base de discussion, c'est que M. Zelensky pourrait ne plus être au pouvoir très longtemps. Il y a beaucoup de lassitude face à la guerre. Beaucoup de gens en Ukraine sont réalistes quant à leurs perspectives, même si M. Zelensky, pour diverses raisons, veut paraître réticent à accepter la réalité. L'autre aspect de cette situation, enfin, est que lorsque le secrétaire américain à l'armée et 2 généraux se sont rendus à Kiev il y a quelque temps pour informer Zelensky de la proposition, ils lui ont clairement dit que s'il ne l'acceptait pas, il serait privé du soutien américain. Quel type de soutien? Eh bien, l'Ukraine ne peut rien faire sans le soutien du renseignement américain. Et bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, les États-Unis ont refilé la responsabilité à l'Europe. L'Europe n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit au-delà de ce qu'elle fait déjà. Ainsi, M. Zelensky est effectivement confronté à un choix difficile, mais le meilleur choix qu'il pourrait faire serait d'être réaliste.
Monsieur l'ambassadeur, quand nous parlons de Zelensky, je pense que sans le soutien qu'il reçoit des Européens, il ne sera personne dans la guerre en Ukraine. Car, vous savez, son mandat de président de l'Ukraine est terminé. Après tout, je pense que le manque de communication constructive entre l'administration Trump et les Européens est le principal problème ici. Il ne semble pas que l'administration Trump soit capable, ou d'une manière ou d'une autre, en mesure de bien communiquer avec les Européens. Eh bien, je ne pense pas qu'il existe la moindre preuve, dans quelque contexte que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, au Moyen-Orient ou en Asie occidentale, je ne pense pas qu'il y ait la moindre preuve que l'administration sache comment faire de la diplomatie ou comment consulter ses alliés. Être un allié des États-Unis sous l'administration Trump ne procure absolument aucun avantage. Vous avez tout autant de chances d'être frappé par des tarifs douaniers, sanctionné, intimidé ou publiquement critiqué. Je veux dire, regardez la relation avec le Canada qui s'est développée sous le président Trump. Donc cette administration, quoi qu'on en dise par ailleurs, est plutôt incompétente en matière d'affaires étrangères. Et comme je l'ai dit à propos de cette proposition pour l'Ukraine, c'est amateur. Elle élude en grande partie les véritables enjeux. Par exemple, il fait vaguement référence à une sorte de discussion entre l'OTAN, la Russie et les États-Unis au sujet d'un nouvel ordre de sécurité en Europe, mais il ne promet rien. Il n'y a rien de concret. Et c'est un peu comme, vous savez, encore une fois, la proposition concernant Gaza, qui dit, eh bien, si vous faites tout ce que je dis et que vous le faites assez gentiment, peut-être que j'envisagerais de vous accorder un certain droit de regard sur votre propre gouvernement. Autrement dit, on dit aux Palestiniens qu'ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. C'est exactement l'attitude qu'avaient les colonialistes au début du XXe siècle. Les Britanniques, lorsqu'ils administraient la Palestine sans consulter les Palestiniens. Et maintenant, nous proposons de faire la même chose à Gaza. Et d'une certaine manière, M. Trump, qui propose de superviser tout ce qui se passe en Ukraine, sape lui aussi la souveraineté ukrainienne d'une manière importante. Donc, je ne pense pas grand-chose de tout cela. Je dois aussi dire, puisque nous parlons de l'administration Trump, que cette administration a inclus dans sa proposition une exigence selon laquelle les États-Unis devraient être, je cite, « compensés d'une manière ou d'une autre pour tout notre dur travail, je suppose ». Et qu'est-ce que cela signifie? Il était également indiqué que la reconstruction de l'Ukraine serait financée par la saisie de 100 milliards de dollars d'actifs russes et leur utilisation pour la reconstruction ukrainienne, et que la moitié des bénéfices de cette reconstruction devrait revenir aux États-Unis. Eh bien, vous savez, certains pourraient appeler cela du vol. Quoi qu'il en soit, je souligne simplement ce point, car il n'est pas vrai que les Russes ne soient pas invités à renoncer à quoi que ce soit. On leur demande d'accepter des conditions très vagues. On leur demande d'arrêter une campagne militaire relativement réussie. On leur demande d'abandonner leurs économies durement gagnées. Et il n'y a rien là-dedans. Eh bien, ils obtiendraient la neutralité de l'Ukraine. L'une des dispositions est en réalité très sensée. Elle stipule que l'Ukraine devrait se remettre en conformité avec les normes de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant le traitement des minorités. La constitution ukrainienne le prévoyait à l'origine, elle accordait une autonomie aux russophones, aux Hongrois, et ainsi de suite. Et c'est effectivement l'exigence pour tous les États européens dans le cadre de l'OSCE. On demande à l'Ukraine d'y revenir. Désolé pour cela, j'ai un problème médical, et c'était l'hôpital qui appelait, mais je les rappellerai plus tard. Oui. Monsieur l'ambassadeur,
Je pense que nous avons appris de Peskov. Il a dit que Moscou préférerait maintenir les discussions sur l'héritage bilatéral et le règlement de la question ukrainienne sur des voies séparées. Ils veulent dissocier la question de l'Ukraine de ce qui se passe dans la relation entre les États-Unis et la Russie, car il me semble que les garanties de sécurité sont bien plus pertinentes pour cette discussion que le cas de l'Ukraine lui-même. Et il ne semble pas que l'administration Trump soit prête pour cela. Les Russes parlent de fusionner les deux, mais nous devons parvenir à une compréhension mutuelle entre les États-Unis et la Russie avant d'en arriver là. Eh bien, vous savez, il est évident depuis le tout début qu'il y avait différents acteurs et différents intérêts en jeu dans les diverses parties de cette affaire. Par exemple, nous parlions justement des droits des russophones à une autonomie culturelle et linguistique, comme les francophones au Québec. C'est donc une question. Désolé pour ça, ils essaient un autre numéro. Je vais voir si ma femme peut répondre. C'est une question qui doit être discutée entre Ukrainiens et Russes, et peut-être aussi avec les Hongrois, en raison de la grande minorité hongroise. Voilà donc un ensemble de questions. La question de la neutralité de l'Ukraine et de son adhésion à l'OTAN est quelque chose sur lequel, au final, l'OTAN, la Russie et les États-Unis doivent s'entendre, ainsi que l'Ukraine. Donc cela relève d'un autre domaine. La question des relations entre les États-Unis et la Russie et de ce qui se passe sur une base bilatérale est en effet une question distincte et elle implique la géopolitique dans d'autres régions du monde. Par exemple en Asie occidentale, où les questions de la Syrie et de l'Iran occupent une place importante, et en Asie orientale, en raison de la relation avec la Chine, des craintes que les États-Unis nourrissent à l'égard de la Chine, et des objections qu'ils formulent face aux liens étroits entre la Chine et la Russie. C'est donc une autre voie distincte. Enfin, si nous devons discuter d'un nouveau cadre de sécurité pour l'Europe, il s'agit d'une conférence multilatérale. On ne peut pas faire cela sur une base bilatérale. Voilà où nous en sommes. Oui. Penses-tu qu'une rencontre en ce moment entre Donald Trump et Vladimir Poutine aiderait à résoudre le problème? Parce que Poutine, et beaucoup de Russes, pensent que si une sorte de rencontre avait lieu entre les deux présidents, les États-Unis ne seraient pas vraiment prêts pour cela. Je ne pense pas que les États-Unis soient prêts. Je pense que cette proposition que M. Witkoff et M. Dmitriev ont élaborée Cela va s'avérer instructif. Certains des problèmes dont nous venons de parler vont devoir être approfondis. L'administration n'est pas organisée pour traiter une question d'une telle complexité. Vous savez, en gros, cette question, comme celles en Asie de l'Ouest, a été gérée par un ami d'affaires de M. Trump et non par le gouvernement américain en tant que tel. Il n'existe aucun processus politique pour y répondre. Tout est décidé personnellement par le président, souvent sur la base d'informations erronées. Fox News n'est pas le meilleur guide possible en matière d'affaires mondiales. Et vous savez, quand la communauté du renseignement lui dit quelque chose qu'il ne veut pas entendre, il le rejette. Et parfois il se met en colère quand cela arrive. Donc, nous ne sommes pas organisés, vous avez raison, pour traiter cette question de manière très complexe. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que c'était une grande tragédie et une erreur de la part des Européens de ne pas proposer des initiatives de paix, mais seulement des propositions visant à prolonger la guerre, à la perpétuer, ce qu'ils ont toujours fait. Je pense qu'à présent, ils vont devoir sérieusement réfléchir à la manière de coexister avec la Russie dans un espace commun, que cet espace commun soit simplement l'Europe dont la Russie fait partie. Vous savez, l'idée de De Gaulle d'un espace européen allant du Portugal jusqu'à l'Oural
me vient à l'esprit, ou peut-être dans un contexte eurasien plus large, où les Chinois, les Indiens et d'autres participeraient à une gestion commune de la paix sur l'ensemble du continent eurasiatique. Je pense donc que c'est, comme vous l'avez dit, ou sous-entendu, une question très complexe. Je ne vois pas l'administration Trump s'être préparée, ni sur le plan organisationnel, ni sur le plan mental, à y faire face. Mais elle a désormais avancé un ensemble d'idées qui commencent au moins à aborder les soi-disant causes profondes du conflit. Et cela pourrait probablement constituer, comme l'a indiqué le président Poutine, la base d'un certain processus. Le problème, monsieur l'ambassadeur, c'est que vous avez mentionné, vous avez comparé le cas de la soi-disant terre pacifique de Gaza au plan que Donald Trump a proposé pour l'Ukraine. Mais en Ukraine, ils font face à une superpuissance, c'est la Russie. Ils doivent négocier. Ils ne vont pas, vous savez. Je contesterais cela, car le Hamas affronte l'équivalent d'une superpuissance, non seulement Israël, mais Israël soutenu par les États-Unis. Le Hamas a toujours été disposé à négocier depuis le début. Ce sont les Israéliens qui ont fait traîner les négociations, tenté de tuer les négociateurs du Hamas, et en fait, en ont tué certains, plutôt que de s'engager sérieusement avec eux. Pourquoi? Parce qu'Israël ne veut pas de solution. Mais la différence, c'est que les Russes, eux, veulent une solution. Nous savons très bien ce qu'ils veulent. Ils l'ont clairement indiqué depuis le début. Il ne s'agit pas de contrôler toute l'Ukraine, mais de supprimer la menace que représente l'Ukraine pour la Russie et de garantir que les russophones en Ukraine soient traités décemment. C'est donc une situation très différente à cet égard. Mais en ce qui concerne les Palestiniens, Israël est une force militaire bien plus redoutable que ne le sont les Russes vis-à-vis des Ukrainiens. Mon propos était que lors des pourparlers de paix, au sommet de Sharm el-Sheikh, en Égypte, le Hamas n'en faisait pas partie. Non, c'est tout à fait exact. Et c'est pourquoi je trouve tellement ridicule que les Européens disent « Eh bien, vous ne pouvez pas trouver de solution qui n'implique pas les Ukrainiens. » Pourtant, ils étaient parfaitement satisfaits d'une solution à Gaza qui n'impliquait pas les Palestiniens. Vous savez, c'est un double standard classique. Pourquoi devrions-nous les prendre au sérieux lorsqu'ils avancent cet argument? Bien sûr, en un sens, ils ont raison. Les Palestiniens comme les Ukrainiens auraient dû être impliqués. Et en effet, les Ukrainiens ont participé à plusieurs réunions à Istanbul. Ils ont pris part à la négociation des accords de Minsk, qu'ils ont ensuite répudiés, et dont les parrains français et allemands ont plus tard révélé qu'ils n'avaient servi qu'à réarmer l'Ukraine et à la former selon les normes de l'OTAN, afin qu'elle puisse attaquer les Ukrainiens russophones qui s'étaient révoltés. De toute façon, vous savez, je veux dire, évidemment, dans un contexte plus normal, si vous demandiez à des diplomates professionnels de gérer ce problème, plutôt qu'à des personnes qui le traitent comme une transaction immobilière, vous auriez un processus ou des processus très différents. Et je me souviens avoir dit dans votre émission, il y a quelques années, je crois, que sous bien des aspects, ce qui est probablement nécessaire ici, c'est quelque chose d'aussi fondamental que la paix de Westphalie, qui a duré de nombreuses années, dans de nombreux lieux, et a impliqué de nombreuses parties. C'était en réalité une série d'accords assemblés qui ont essentiellement défini le système étatique moderne. Cela a instauré l'égalité souveraine entre les pays, et la norme selon laquelle on ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Eh bien, cela a été brisé aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Asie occidentale, avec les Israéliens qui exigent toutes sortes de réorganisations internes au Liban et qui essaient de diviser la Syrie. Ou regardez ce qui se passe entre les États-Unis et le Venezuela.
Donc je pense que, vous savez, nous vivons une époque où le droit international, qui autrefois constituait une garantie de sécurité assez convaincante, signifiant que les gens ne violaient pas le droit international à la légère, a disparu. Vous savez, la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, ont été créés en partie pour s'assurer qu'il n'y aurait plus jamais d'Holocauste, plus jamais de génocide en Europe. Il vient d'approuver un génocide, en gros, dans cette résolution honteuse dont les Chinois et les Russes se sont abstenus, pour de nombreuses raisons, mais surtout, je pense, parce qu'ils croient que ce sera une catastrophe pour les États-Unis. Ils ne voulaient pas empêcher que cela se produise. Oui, je suis étonné par ton point de vue, parce que d'une certaine manière, beaucoup de gens critiquaient la Russie et la Chine pour ce qu'elles ont fait. Mais ton point, c'est que je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'on gagne à aider, à s'impliquer dans un processus qui, de toute évidence, ne va pas fonctionner? Je veux dire, c'est une réimposition de la domination coloniale dans une partie du tiers-monde. C'est une intervention destinée à empêcher l'autodétermination en Palestine, pas à la promouvoir. C'est un effort qui dit que les victimes doivent être désarmées. En gros, si on prend une analogie simple, des Juifs israéliens et européens arrivent en Palestine et disent « Nos ancêtres vivaient ici il y a 2000 ans, donc vous devez partir ». C'est comme si quelqu'un venait chez vous et disait « Il y a 300 ans, mon ancêtre possédait cette maison, et vous devez partir ». Et quand vous répondez « Non, je vais défendre mon droit à rester dans cette maison », ils disent « J'ai le droit à l'autodéfense, pas toi. Tu ne peux pas te défendre. Si tu le fais, tu es un terroriste, donc je vais te tuer et prendre ta maison. » Et l'ONU a essentiellement dit « Tout va bien ». Donc je pense que c'est probablement la fin de l'ONU. Je veux dire, je pense que l'ONU a perdu son autorité morale. Et vous savez, mon cœur est avec ceux qui disent « Les Chinois et les Russes n'auraient-ils pas dû opposer leur veto à cela ?» Mais ma raison me dit qu'ils ne sont pas stupides. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont préservé leur liberté de manœuvre. Ils ont retenu leur consentement. Ils n'ont pas accepté ce cadre. On ne peut pas les en blâmer. Les gens disent, eh bien, on peut leur reprocher de ne pas l'avoir empêché. Mais en réalité, cela ne va pas fonctionner. Cela va s'autodétruire. Et cela va aussi nuire aux États-Unis qui ont déclaré les deux comme ennemis. Alors pourquoi le ferait-il? Pourquoi sortirait-il les marrons du feu pour les Américains? Je pense qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Oui, Monsieur l'ambassadeur, en ce qui concerne l'Ukraine, nous savons que l'administration Trump envoie d'une certaine manière des signaux à l'administration Zelensky, indiquant que c'est la fin, que nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais en ce qui concerne Israël, pensez-vous qu'ils en sont là ou qu'ils vont y arriver? Non. Je pense en réalité que, parce que la base du président Trump se fragmente pour de nombreuses raisons, la principale est que les tarifs douaniers se révèlent produire de l'inflation, ce que la plupart d'entre nous comprenaient, mais que M. Trump n'a pas compris. Il a donc dû revenir sur certains tarifs, le café par exemple, ce qui préoccupe les Brésiliens. Il a dû faire marche arrière, parce que cela a entraîné une hausse de prix de 30%. Et les gens sont en colère. C'est la principale préoccupation. Il y a aussi beaucoup d'objections à l'état policier qu'a instauré l'agence Immigration and Customs Enforcement, ou ICE. Les gens n'aiment pas l'absence de procédures régulières et la saisie des immigrés. Ils n'aiment pas la mise en place de camps de concentration de facto pour les immigrés dans des endroits comme le Salvador, ni la déportation de personnes vers des lieux auxquels elles n'ont aucun lien, où leurs chances de survie sont très faibles. Personne n'aime ça.
Ils n'ont pas aimé la fermeture du gouvernement. Beaucoup de gens s'opposent à, eh bien vous savez, seulement environ 15% des Américains soutiennent l'intervention au Venezuela. Il y a beaucoup de choses impopulaires que M. Trump a faites ou fait encore. Donc sa base ne s'effondre pas, mais elle se fragmente, elle diminue. Il est impopulaire. Dans ces circonstances, il se tourne vers ses soutiens les plus fidèles, qui sont des oligarques sionistes. Il renforce donc sa relation avec Israël. Peut-être que son approche envers Nima al-Khorshid, que je n'ai pas regardé mais dont vous m'avez parlé avant le début de l'émission, était conciliante. Peut-être s'agit-il d'un effort pour compenser l'antipathie des jeunes, y compris de sa propre base, envers ses politiques en Palestine. Eh bien, Danny, de manière intéressante, n'a pas soulevé la question de la Palestine dans sa campagne. D'autres l'ont fait. On lui a demandé s'il pensait qu'Israël devait exister, et il a répondu oui, en tant qu'État où tout le monde aurait des droits égaux. C'est une position très équitable, mais que les sionistes n'accepteront pas. Peut-être que M. Trump, comme il l'a fait dans le cas du Venezuela, vous savez, il a aliéné beaucoup d'immigrés latino-américains, a essayé de séduire les immigrés anti-cubains et anti-vénézuéliens parmi eux. C'est en partie une manœuvre politique intérieure. Peut-être que c'est ce qui se passe, je ne sais pas. Mais je suppose qu'il a besoin du soutien de ces grands donateurs sionistes et qu'il va rester proche d'eux. Comment évaluez-vous la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite aux États-Unis et comment cela pourrait-il influencer le processus de ce que, eh bien, je ne sais pas si l'on peut vraiment appeler cela un plan de paix, mais ce que Donald Trump essaie de faire à Gaza? Quelle est l'influence des États arabes, en particulier de l'Arabie Saoudite, qui était récemment à Washington? Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup d'influence. Je pense qu'ils sont consternés parce que, par le passé, l'une des raisons pour lesquelles ils dépendaient des États-Unis était qu'ils croyaient que nous pouvions gérer Israël, tenir Israël à distance d'eux, gérer la question palestinienne, gérer un processus de paix. Eh bien, ils ont été désillusionnés. Ils savent que ce n'est pas le cas. Non. Mais eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'influence sur ce sujet. Et franchement, leurs attitudes sont ambivalentes. Ils n'aiment pas beaucoup les Palestiniens, même si les Palestiniens ont largement contribué à la construction des sociétés modernes de la péninsule arabique, que ce soit au Koweït, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis ou au Qatar. Les Palestiniens sont des personnes très instruites et compétentes en exil, et ils ont contribué à bâtir ces sociétés. Mais l'Organisation de libération de la Palestine, sous Yasser Arafat, était laïque, Arafat lui-même était athée, et ces sociétés sont très religieuses. Leurs sentiments sont donc assez ambivalents. Il est également important de noter, je pense, qu'ils s'opposent à Hamas précisément parce que Hamas est un mouvement démocratique. Les frères musulmans et Hamas croient tous deux à l'accession au pouvoir par les élections et à la nécessité de quitter le pouvoir s'ils les perdent. Il est vrai qu'il est un peu difficile de voir cela à Gaza, compte tenu de la manière dont Israël a traité Gaza et de la mesure dans laquelle les Palestiniens ont été poussés dans les tunnels plutôt que vers les urnes. Mais c'est bien le cas. Eh bien, si vous êtes l'Arabie Saoudite, si vous êtes une monarchie, et d'ailleurs le Coran, le Saint-Coran, n'est pas très flatteur envers les monarques. Il n'aime pas les rois. Il est très républicain, avec un petit air dans son enseignement. Mais si vous êtes l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, qui a un dictateur militaire, vous savez, quand le Hamas dit « Nous n'avons pas besoin de rois, de princes, de généraux, de dictateurs, de voyous pour diriger nos sociétés. Nous pouvons prendre le pouvoir par les urnes. Nous n'avons pas besoin de ces types-là. C'est très menaçant. » Et c'est pourquoi vous voyez les Émirats arabes unis en particulier très fermement opposés aux frères musulmans.
Le seul État arabe du Golfe à être à l'aise avec les frères musulmans, c'est le Qatar. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Qatar entretient de bonnes relations avec la Turquie, qui soutient également les frères musulmans. Quoi qu'il en soit, c'est très complexe. Je pense que d'un côté, la personne moyenne en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, l'Émirati moyen, éprouve une grande sympathie pour la souffrance des Palestiniens, parce qu'ils sont arabes. Ils sont persécutés, tués, torturés, qui ne ressentiraient pas de la compassion pour eux. Mais cela ne se traduit pas vraiment par un engagement politique actif en faveur de leur autodétermination. Si la Palestine obtenait son autodétermination, ce serait un État démocratique. Que voudraient les monarchies du Golfe d'un tel État? Je pense donc qu'il existe beaucoup de contradictions dans leur point de vue. Ils ont peur de ça d'une certaine manière. Ils ont peur des frères musulmans. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé après 2011, lorsque les soulèvements arabes ont eu lieu, et que les frères musulmans sont effectivement arrivés au pouvoir en Égypte. Ils se sont révélés très incompétents en matière de gouvernance et n'ont pas duré longtemps. Mais les Arabes du Golfe ont paniqué. Ils ont commencé à verser beaucoup d'argent à la population pour qu'elle reste tranquille, ce qui est une approche courante dans le Golfe. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la loyauté de leur sujet, ils l'ont, mais je dis simplement qu'ils ne sont pas favorables à l'introduction de la démocratie. Et le Hamas, lui, l'est. Le Hezbollah est une question tout à fait différente. C'est un autre type d'organisation, avec une orientation religieuse différente, non sunnite, et donc moins menaçante. Quand je t'ai demandé à propos de Donald Trump, disant à Netanyahou que c'était la fin, mon point principal était que s'il n'est pas prêt à dire cela à Israël, cela créerait beaucoup de tensions dans la politique étrangère des États-Unis, dans la manière dont les États-Unis essayent de gérer la situation au Moyen-Orient. Car avec les conflits impliquant la Syrie, le Liban et l'Iran, on parle déjà d'une nouvelle guerre, d'une nouvelle attaque contre l'Iran. Hier, nous avons appris que le président du Parlement iranien a déclaré que, le 6e jour de la guerre entre l'Iran et Israël, le vice-président des États-Unis avait appelé l'Iran et lui avait demandé à plusieurs reprises de trouver une solution, d'entamer une forme de dialogue, d'aboutir à un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Cela montre à quel point la situation était désespérée pour Israël. Eh bien, je pense, comme vous le savez, je crois que nous en avons déjà parlé, je suis convaincu que si la guerre reprend, Israël regrettera profondément de l'avoir déclenchée, car l'Iran a la capacité de percer les défenses israéliennes, et il le fera. Et il ne se limitera pas aux cibles militaires et de renseignement, comme ce fut le cas pendant la soi-disant guerre de 12 jours. Et vous avez tout à fait raison. Israël avait besoin d'un cessez-le-feu. L'Iran, non. Et si nous revenons à cette situation, ce sera terrible. Mais permettez-moi de faire un point en lien avec votre remarque précédente, la première que vous avez faite, à savoir que les États-Unis et Israël, d'une certaine manière, prennent des chemins différents. Vous avez demandé quelle était la signification de la visite de Mohammed Ben Salman à Washington. Eh bien, il a obtenu des F-35. Je ne pense pas que ce soit un très bon avion, franchement. Mais bon, c'est ce que les Israéliens ont. Donc, en un sens, Trump a dit « Je vais traiter l'Arabie saoudite comme l'égal d'Israël aux fins de la politique américaine au Moyen-Orient. » Eh bien, c'est quelque chose de nouveau et d'important. Cela reconnaît le pouvoir et l'influence que l'Arabie saoudite exerce à la fois à l'échelle mondiale et régionale, ainsi que sa position clé comme carrefour de toutes les routes entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et sa position de société riche en ressources minérales. Tous ces éléments comptent.
Et bien sûr, c'est une société disposant de beaucoup de capitaux à investir si elle choisit de le faire. Voilà pour le premier point. Le second, c'est qu'Israël se prépare à une rupture avec les États-Unis. Vous entendez le Premier ministre Netanyahou parler du fait qu'Israël va devoir devenir autonome. Vous entendez des gens aux États-Unis, des sionistes fervents comme Laura Loomer, qui n'est pas ma personne préférée, dire qu'Israël doit mettre fin à sa dépendance militaire envers les États-Unis. Vous voyez des articles d'intellectuels qui connaissent très bien Israël, comme Léon Hadar, qui vient de publier quelque chose en ce sens dans The National Interest, soutenant qu'Israël perd sa souveraineté en se subordonnant aux États-Unis. Bien sûr, les Américains se plaignent de l'inverse, que la souveraineté américaine a été compromise par le lobby sioniste en Israël. Mais il est assez clair que nous évoluons dans des directions différentes. Et cela se produit à un moment où la société israélienne est soumise à une forte pression. S'il y a un nouvel affrontement avec l'Iran, je pense que le nombre d'Israéliens qui quitteront Israël augmentera considérablement. C'est donc très ironique que fondamentalement les sionistes disent « Eh bien, la solution au problème palestinien, c'est que les Palestiniens quittent la Palestine. » Peut-être que les Israéliens se préparent eux-mêmes à ce que la solution au problème israélien soit que les Israéliens quittent la Palestine. Est-ce que cela va durer? Cet État qui a été établi et soutenu par une sorte de régime néocolonial des États-Unis et par le sentiment de culpabilité des Européens à propos de l'Holocauste. Je ne sais pas, je ne pense pas que quiconque le sache, et beaucoup de gens en Israël sont aujourd'hui assez inquiets à ce sujet. Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous l'amélioration des relations entre l'Iran et les États-Unis influencer la situation à Gaza? En quoi cela pourrait-il aider les habitants sur place? Eh bien, je ne suis pas un expert de l'Iran, et vous devriez probablement poser cette question à Trita Parsi, car lui l'est. Mais j'ai le sentiment que oui, la République islamique est assez cynique à bien des égards. Pourtant, je pense qu'il y a une véritable conviction religieuse en son cœur et qu'elle est horrifiée par ce qui se passe à Gaza, comme tout être humain devrait l'être. Je ne crois pas que ce facteur soit jamais vraiment mentionné dans la presse occidentale. Quand on parle de l'Arabie saoudite qui normalise ses relations avec Israël, on dit que l'Arabie saoudite insiste sur la nécessité d'un chemin clair vers un État palestinien. Mais pourquoi y insiste-t-elle? Parce que la population saoudienne est opposée à 99% à Israël en raison de la manière dont celui-ci traite les Palestiniens. Normaliser les relations avec Israël dans ces circonstances risquerait de provoquer une révolution. Donc cela n'arrivera pas. Mais pourquoi les gens sont-ils contre Israël? C'est à cause des propres actions d'Israël. Si Israël ne faisait pas tout ce qu'il fait, les gens trouveraient un moyen de vivre avec lui. Et ils l'ont fait, pendant longtemps. Vous savez, à partir de 1973, il n'y a pas eu de guerre, et les gens toléraient Israël. Ils ne l'aimaient pas, mais ils le toléraient. Ils ne peuvent plus le tolérer à cause de ce qu'il fait, et pas seulement aux Palestiniens, mais aussi aux Libanais, aux Syriens, aux Yéménites, aux Iraniens. Parce qu'il existe désormais un lien entre les deux rives du Golfe Persique qui n'existait pas auparavant. Tout a commencé avec l'Irak, s'est poursuivi avec Oman, puis a été conclu par les Chinois. Mais une coalition émergente de pays de la région considère qu'il est important d'équilibrer et de contrebalancer la puissance israélienne. Dans ce contexte, l'identification américaine à Israël constitue une véritable complication. Il faut quelqu'un comme Mohammed Ben Salman ou Mohammed Ben Zayed, tous deux adeptes du réalisme politique, pour naviguer dans cette situation. Ils voient des avantages à entretenir de bonnes relations avec le président Trump
et à maintenir des liens avec les États-Unis sur lesquels ils peuvent compter en cas d'urgence. Car au final, il n'y a aucun autre pays que les États-Unis à la fois capable et disposé à les soutenir s'ils rencontrent des difficultés. Non, ils se couvrent. Vous voyez le pacte de défense saoudien avec le Pakistan et la relation émergente, du moins en matière de vente d'armes et de technologies militaires, avec les Chinois, qui fournissent l'épine dorsale de l'équipement et de la technologie de défense palestinien. Donc les choses évoluent. Israël s'isole non seulement de sa propre région, où il est déjà complètement isolé. Les gens savent qu'il est là et traitent avec lui de manière pragmatique. Mais même dans des sociétés où il n'y a pas d'antipathie historique envers Israël, et certainement pas d'antisémitisme, Israël n'est plus le bienvenu. Même en Europe et aux États-Unis, Israël perd de son influence, de son soutien. Alors si vous étiez M. Netanyahou, que feriez-vous? Il place sa propre survie politique au-dessus de l'avenir de la nation qu'il dirige. Et c'est pourquoi beaucoup d'Israéliens ne l'aiment pas. Ils comprennent qu'il agit essentiellement par intérêt personnel. Il n'est pas là pour eux, il est là pour lui-même. Et vous savez, il évite la prison en restant au pouvoir et en maintenant Israël en guerre, ce qui est vraiment tragique pour les Israéliens. Je ne sais pas. Enfin, je me sentirais plus désolé pour les Israéliens s'ils se préoccupaient davantage du génocide qu'ils ne le font. Mais j'éprouve beaucoup de sympathie pour les Ukrainiens. Je pense qu'ils ont été exploités, maltraités, utilisés, et qu'au final, on les abandonne. Donc je ne suis pas sûr de savoir où va finir cette relation entre les États-Unis et Israël, mais l'Ukraine n'est pas un bon précédent. Il y a 2 jours, ou peut-être que c'était hier, il y a eu une interview en persan avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Il a mentionné que lors des discussions avec les États-Unis, avec Steve Witkoff, ils étaient parvenus à une sorte d'accord à 3 reprises. 3 fois, ils ont trouvé un accord, et chaque fois que Witkoff est retourné à Washington, il a changé d'avis, et tout s'est effondré. Oui, exactement. Non, c'est un schéma courant désormais. Et cela a posé problème dans tous les efforts diplomatiques entrepris par M. Witkoff. Parce qu'à son retour, le lobby sioniste réécrivait en gros ce sur quoi il s'était mis d'accord. Nous avons vu cela, par exemple, avec le soi-disant plan de paix pour Gaza que Trump a tenté de faire approuver par l'ONU. Vous savez, il a été réécrit, il a été présenté aux Arabes, qui ont dit que c'était mieux que rien. Ils ne l'aimaient pas beaucoup, mais ils n'avaient pas de meilleur plan. Mais ensuite, il a de nouveau été réécrit par les collaborateurs de Netanyahou. C'est donc un schéma récurrent. Et vous savez, je dirais que cela a largement discrédité les États-Unis en tant que partenaires de négociation, avant même d'en arriver à l'idée d'organiser des pourparlers à Mascate, puis d'essayer de tuer les personnes qui allaient s'y rendre, ce qu'Israël a fait. Ou tenter de tuer les négociateurs à Doha, qui travaillaient sur un vaste plan de paix à présenter à Israël. Donc, si vous négociez avec les États-Unis, il vaut mieux que les termes soient précisément définis. Ces déclarations très vagues, comme celle sur l'Ukraine, qui laissent tout à régler plus tard d'une manière ou d'une autre, ou qui laissent entendre que quelque chose pourrait être possible plus tard alors que ce ne l'est pas maintenant, ne sont pas fiables. Ce n'est pas fiable. C'est pourquoi Vladimir Poutine n'a pas rejeté le plan de Trump, mais ne l'a pas accepté non plus. Il a dit que cela pouvait servir de base à des négociations. Pourquoi? Parce qu'il inclut un effort pour aborder la plupart des causes profondes, dans le langage de M. Poutine, du conflit. Voici ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nima Al-Khorshid, lors d'une interview accordée à The Economist.
Il parlait de la guerre entre l'Iran et Israël, ainsi que des négociations avec les États-Unis. Nous sommes en faveur d'un accord, mais d'un accord juste et équilibré. Le problème, c'est que lorsque les Américains, l'administration actuelle, parlent d'un accord, en réalité, ils veulent dicter ce qu'ils veulent. Et c'est ce que nous avons vécu, essentiellement, il y a seulement 2 mois à New York. Nous sommes prêts à négocier, mais pas à subir une dictée. Nous sommes prêts à conclure un accord, mais un accord juste et équilibré, pas un accord unilatéral. Dans quelle mesure êtes-vous préparés s'il devait y avoir une nouvelle attaque israélienne contre l'Irak? Nous sommes encore mieux préparés que lors de la guerre précédente. Pouvez-vous préciser de quelle manière êtes-vous préparés? You elaborate in what way are you prepared? Vous savez, nos missiles sont dans une meilleure position tant en quantité qu'en qualité. Nous avons tiré de nombreuses leçons pendant la guerre de 12 jours. Nous avons compris nos points faibles et nos points forts, ainsi que ceux d'Israël. Nous avons travaillé sur tous ces aspects et nous sommes pleinement préparés, encore mieux que la fois précédente. Cela ne veut pas dire que nous voulons la guerre. Comme vous le savez, la meilleure façon d'éviter une guerre est d'y être préparé. Les Russes nous ont beaucoup aidés pendant la guerre de 12 jours, et depuis, nous avons engagé une coopération encore plus étroite qu'auparavant. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes encore mieux préparés que lors de cette guerre. Je pense que rien de ce qu'il a dit n'est surprenant. Et il n'est pas injuste de dire qu'on peut le constater dans le cas de l'Ukraine, que l'approche américaine en ce moment consiste à dicter les conditions, non pas à les négocier, ni à les médiatiser, mais à les imposer. Et je ne suis pas surpris qu'il ait dit que l'Iran est mieux préparé à la guerre qu'il ne l'était en juin. Ce n'est pas du tout une surprise. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. Edens, come to Evo 3 over Nimal Court. Merci.